Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltard. C'est vrai que fut un temps, j'allais au théâtre, à chaque fois il y avait des gens nus. Romain Aublin. Moi je voulais beaucoup parler avec le mec derrière moi parce qu'il voulait pas fermer sa bouche quand il croquait dans son popcorn. Lucas Baltard. Elle va te démonter ta race quoi. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. J'ai cru que j'allais devoir faire un don à une asso ou quoi. Vendredi Ciné, c'est parti. On arrive à la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je rigole, poisson d'avril. Ouh, c'était il y a 15 jours. Ouais. Non, c'était pas il y a 15 jours, c'était... T'abuses totalement. J'exagère. Une semaine, ça va. C'était mercredi, donc moins d'une semaine. Comment ça va tout le monde Lucas, Jade et Romain? Bah ça va super. hein. Déjà Très Lucas, bien, qu'est-ce que tu fais là en vrai? Tu devais pas être là. Ouais, mais comme j'avais prévu de voir The Drama, je me suis dit je vais faire une apparition furtive. Petit caméo. Ouais. Petit caméo. Fantomatique, mais Moi je pense que tu peux Exactement. juste pas te passer de nous en vrai. Ouais, j'avais prévu de pas être là la semaine prochaine et puis au final il s'est avéré que dans cette discussion je serai là la semaine prochaine. D'ailleurs, vous ne pouvez pas voir les auditeurs, mais Lucas est en hologramme actuellement. Donc il Oui, n'est tout pas à fait. vraiment présent. Oui, tout à fait. Je suis actuellement je suis en voyage pour aller sur la Lune. Ah. Donc là voilà, on devrait atterrir d'ici demain. Ok. Voilà. Ok. Tu me tiendras au courant, ouais. Ouais, parce que même quand je vais sur la Lune, la priorité ça reste le podcast. C'est beau. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Cela permet de mettre en avant le podcast et ça nous aide énormément. Et si vous voulez encore plus de contenu, vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok à @vendredi ciné. Et on n'oublie pas quoi, Jade, par exemple. Oh, alors surprise, bah oui. j'étais vraiment les yeux dans le vide. J'ai remarqué. D'aller sur le site Vendredi Ciné. Mais oui, on peut aller sur le site vendrediciné.com. Pour voir la dernière critique de Romain et de Jeanne, non? Ouais. Alors moi c'est off the record, mais comme The Batman a perdu, je vais faire une critique sur The Batman sur le site pour me venger. Parce que c'est quand même de la vengeance un peu. Et on commence sans plus tarder avec le premier film. Il s'agit de Mario. Et non, encore Poisson d'avril. Ah, il est fort, il est fort. J'ai cru, hein. Personne s'y attendait à celle-là. Non, nous on va parler de The Drama. Santé. Ok, alors avant de nous marier, on s'est raconté la pire chose qu'on ait fait de notre vie. Sérieux? Ok, T'es sérieuse? Je suis désolée, j'aurais pas dû. Bon, attends, on se commande un Uber. Emma, tu as fait quoi? The Drama, réalisé par Christopher Borgli. On y suit Emma et Charlie, un couple heureux et fiancé, mais leur relation est mise à rude épreuve lorsqu'une révélation inattendue vient bouleverser leurs préparatifs de mariage. Donc on a Robert Pattinson et Zendaya au casting. Lucas, alors c'est le seul film que tu as vu cette semaine, et toi qui avais vu le dernier film du réalisateur, à savoir Dream Scenario, Toi, tu l'as vu aussi? on en pense quoi de cette proposition? Comment tu sais ça en fait? Je suis allé voir sur Letterboxd. Ouais, écoute, en fait, il y a pas mal de similitudes, similarités, Les deux marches. les deux marques, c'est vrai? Wow, vous aurez appris un mot. Ouais, il y a pas mal de Dream Scenario, j'avais bien aimé moi quand j'étais allé le voir. Je savais pas que c'était le même réalisateur d'ailleurs, je m'étais pas fait la remarque. Et ouais, il y a plusieurs points communs. Je trouve que déjà, donc c'est un réalisateur en 2 films, je pourrais dire qu'il a du style en tout cas, qu'on reconnaît un peu sa patte. Et ouais, sur The Drama que moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'était une expérience de cinéma vraiment singulière pour moi et pour Jade, je pense, qui me restera parce que on avait une salle pleine et ce qui allait bien avec le film, du coup, le concept The Drama, c'était que vraiment quand t'avais un truc qui se passait à l'écran, t'avais toute la salle qui faisait oh, mais vraiment sans exagérer, t'avais ce truc-là, t'avais tout le monde qui était tout le temps surpris. Et tout. On avait vraiment une salle hyper vivante, je trouve, et c'est assez rare. Hein. Et ensuite, pour parler un petit peu plus du film, moi je trouve que en termes de scénario, je trouve que c'est vraiment brillant. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont bien construites au fur et à mesure, des choses qui se passent au début qui vont répondre à des choses qui se passent à la fin. Là, on va essayer de discuter du film sans spoiler parce que c'est très compliqué. Ça va être compliqué, dur, ouais. ça va être difficile, mais c'est très important. Le sujet étant, et ça vous l'avez compris parce que la plupart des gens ont vu la bande-annonce, c'est que donc le personnage de Zendaya avoue la pire chose qu'elle ait jamais faite, comme les 3 autres personnages, sauf que elle, tout le monde va trouver ça absolument abject, etc. Alors que je pense que c'est pas trop du spoil en disant que les 3 autres personnages ont avoué aussi des choses qui sont
complètement répréhensibles, Ouais. mais qui sont pas du tout vus de cette manière par les gens. Et c'est là où ça va être vraiment intéressant, ça va être de se dire, ok, d'ailleurs le film va travailler ça avec d'autres personnages extérieurs qui font un peu partie du mariage. On va assister à la prof de danse qui va faire des répètes, etc. La DJ, etc. Et on va tout le temps questionner, ok, qu'est-ce qui est moralement, réellement répréhensible ou pas, et suivant aussi d'où on se positionne, parce que Robert Pattinson, c'est un personnage qui est plutôt, il travaille dans un musée, il a un grand poste, et on suppose qu'il vient de la haute société, enfin qu'il est bourgeois, quoi. Et parfois, il a un peu ce comportement de, si, un peu de bully. En fait, c'est un personnage que moi que je trouve très gentil, très sincère, mais en fait, il va prendre des choses pour acquis bien souvent. Je trouve il va s'imposer, tu vois, naturellement. Il y a un moment, il va croiser un personnage dans la rue et il va vraiment pas la harceler, mais physiquement la contraindre en fait. Voilà, il y a un c'est truc ça. il lui barre le passage physiquement. Ouais. Et ça reste un personnage gentil, mais t'as toujours ce truc où il est capable de te mettre mal à l'aise et voilà. Et Robert Pattinson, dans les trucs qu'il avoue, c'est là où c'est intéressant, c'est que les personnages autour de lui vont lui dire, mais non, mais c'est pas grave ce que t'as fait, tu vois. Alors que moi, personnellement, je trouve ça extrêmement grave. Je trouve ça extrêmement grave. Mais tout comme sa meilleure pote aussi. Enfin, C'est horrible. sa demoiselle d'honneur a fait aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, je me dis, et après, j'ai vraiment pas envie de trop en dire, donc c'est délicat, mais c'est intéressant parce que je pense que ce que les autres personnages ont avoué, ça participe. C'est difficile encore une fois, j'essaie de pas spoiler, mais en gros, si les gens comme Robert Pattinson n'existaient pas, les enfants comme Robert Pattinson, on va dire, n'existaient pas, donc Charlie dans le film, du coup. voilà, Charlie, et n'existait pas, et il y aurait pas eu des enfants comme le personnage de Zendaya. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce film travaille un peu cette question-là tout le temps. Donc voilà, vraiment un film qui est extrêmement intéressant. Et un peu comme Dream Scenario, où Dream Scenario, c'était tout le monde pouvait plus blairer Nicolas Cage parce que tout le monde rêvait de lui, en fait. Et ça, c'était vraiment, je vous invite à voir parce que c'est une petite pépite que pas grand monde avait vu au final. Et là, c'est tout le monde va détester Zendaya, alors que, tu vois, pendant tout le film, je me dis, mais les gars, genre, vous êtes tous des monstres, vous avez tous fait quelque chose d'horrible. Et aussi, on va se dire, ok, et une personne qui a fait quelque chose d'horrible à 15 ans, est-ce que c'est la même personne aujourd'hui? Est-ce qu'elle est capable de refaire un truc comme ça? Est-ce que c'est toujours en elle? Est-ce que, tu vois, donc voilà. Et en même temps, t'as un film extrêmement divertissant, qui est drôle, qui va vous émouvoir et qui va poser des questions vraiment profondes et intéressantes. Romain, toi aussi t'avais vu donc le dernier film Dream Scenario et t'as pas été déçu là par cette proposition, il me semble. Non, mais j'ai pas du tout été déçu. Je ressors avec de belles images, souvent une très belle composition par certains plans, où les deux, moi je pense surtout la scène la plus légendaire, je dirais, c'est la fin du photoshoot, pardon, parce qu'il veut à la fois, et c'est là où ça change un petit peu dans son personnage, c'est qu'il veut à la fois protéger quand même sa bien-aimée, parce qu'il a quand même, il l'aime, ils vont se marier et c'est un énorme engagement pour lui. Mais ce truc de toujours repousser, c'est un peu il essaye de convaincre les autres pour. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'est pas que la protéger, c'est plutôt et se justement une aussi, question. lui. Oui, voilà, mais c'est plutôt une question du regard des autres. Aussi, surtout. Et comme tu dis, de se protéger lui-même, en se mentant à lui-même, en fait. Ouais, de faire dire aux autres la vérité qu'il veut s'imposer. Enfin, qui est pour lui le seul moment où il pourra enfin souffler, peut se dire ok, bah c'est bon, il pense comme moi, donc c'est ok. Ce qui arrive pas. Mais du coup, il y a une super scène aussi où il se met en rage d'un coup. Oui. Où, non, il est très fort. Et je trouve, voilà, du coup, l'un des grosses forces du film, c'est vraiment le jeu des acteurs, où ils sont géniaux. Et t'as quelques moments où Zendaya aussi, elle a un regard. Après, ça reste une mannequin de fou, mais sur le regard qu'elle a dans certaines scènes, surtout quand tu la vois immobile, qui regarde la caméra, t'as 2-3 plans comme ça, où c'est un peu des plans de rêve, mi-rêve, mi-imaginaire du personnage de Charlie,
où elle a un regard qui est absolument terrifiant. Alors moi je suis beaucoup plus séduit par la performance de Zendaya que Robert Pattinson. Ah oui. Moi je trouve qu'elle délivrait une partition qui est beaucoup plus complexe entre la culpabilité alors qu'elle n'est pas vraiment coupable, entre la tristesse, entre je trouve qu'elle s'en sort vachement mieux que Robert Pattinson qui est un peu sur quelques registres d'émotions mais beaucoup moins qu'elle, qui est un personnage évidemment plus développé quoi. Après il joue très bien, c'est pas la question, mais voilà. Oui, je pense que c'est le plus beau rôle de. En tout cas, moi, personnellement, c'est le plus beau rôle de Zendaya que j'ai vu. Oui. Ouais. Il y avait loin, Euphoria, Nada quoi. Euphoria aussi. Moi ouais. j'ai pas vu, mais Euphoria. Challengers elle était pas mal aussi, mais Oui. Mais c'est Mais pas. comme ça. en termes de complexité, Ouais. c'est pas la même. Oui, c'est sûr. Non. Et Dune, là, avec ses lentilles bleues, là où elle plisse les yeux. Mais non, Ah ouais, Robert c'est Pattinson, terrible. je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est un acteur qui est passionnant déjà dans ses choix de rôle. Et en plus, Jade a vu Good Time il y a pas longtemps. C'est un mec qui aime bien se mettre dans des situations, jouer des personnages différents. Là, ce genre de gars pourrait très bien se dire, je joue comme d'habitude un beau gosse, etc. Machin. Là, il va se mettre en difficulté dans le sens où il va jouer un personnage qui, c'est un mec mais qui va pas vraiment prendre ses responsabilités, qui va être un peu comment dire, parce que j'essaye de pas dire couille molle en fait depuis tout à l'heure, mais, c'est ça, C'est dit dans le film, ouais. parce que c'est dit de façon un peu crue dans le film, mais c'est un peu ça en réalité, et donc et qui va faire parfois, encore une fois, parfois sans qu'il y réfléchisse, des trucs un peu horribles. Et donc c'est un personnage qui est vraiment intéressant, je trouve, mais sur un autre registre complètement que Zendaya. Mais du coup c'est plus dans la démonstration plutôt que Zendaya, où c'est vraiment dans c'est un petit travail de précision, quoi. Oui. Un regard, un truc, un machin, et donc c'est moins impressionnant peut-être. Moi, en fait, alors très rapidement, et puis après je passe la parole à Jade qui pourra peut-être démonter mes arguments. Oula, waouh. Waouh. Jade, elle est très violente. Hein, voilà. En plus de démonter les arguments, elle va me frapper. Voilà, c'est. ouais, d'accord. C'est ça. Elle va te C'est le démonter ta race, quoi. Voilà, ça, c'est le backstage du podcast, ce que vous ne voyez pas. te vous, fumer. Ah bah l'autre fois, la semaine dernière, là, quand Lucas il a critiqué Julian, ça c'est mal fini. C'est vrai que ça c'est mal fini pour lui. Mais là, c'est pas Lucas, c'est son clone. Voilà. Ouais. Alors moi, le film, je le mets dans la catégorie des bons petits films sympas, quoi. Voilà, j'ai passé un bon moment en salle. Par contre, dans 2 mois, je l'aurais oublié, évidemment. Et d'ici la fin de l'année, quand on fera les top 10, Tu vraiment, l'as vu j'aurais quand aucun souvenir. déjà? Hier. Ok. Ah ouais, dur. Voilà. Attends de voir, parce que ça se trouve la J'ai semaine vu hier, prochaine. ouais, Tu nous redis ça la semaine prochaine. Ouais, ouais, Ok. Il nous fera un petit update. Voilà. Update. Et je pense que ça vient du fait que donc le film est produit par A24 et j'ai l'impression que de plus en plus A24 joue le jeu des gros studios, joue le jeu d'Hollywood où on va prendre de moins en moins de risques. Lucas disait que effectivement l'écriture c'est assez bien écrit. Malheureusement, moi je vois quand même tout venir à l'avance. La révélation, je me faisais une certaine idée. C'était pour moi soit Pas ça quand même. effectivement, T'as moi, je pensé à ça? Ouais, bah oui. C'est pas un la truc même. très précis et ouais, non, c'est Et pas du tout la même même la chose. trajectoire des personnages, et je trouve aussi il y a un gros ventre mou dans le film où les scènes vont pas mal se répéter avant la scène de mariage qui pour le coup est assez chouette. Et ouais, j'ai l'impression A24, moi tu sais quand je regarde les derniers films produits par A24, je me suis fait une petite liste, mais t'avais L'amour au présent, Légende no Shi, Smashing Machine. Et leur prochain film c'est Backroom pour surfer sur une vague d'internet. Je me dis c'est dommage parce que moi ce qui me plaisait dans ce studio à l'époque, c'était vraiment des prises de risques formelles, esthétiques. Les premiers films c'était quand même Moonlight, Tu peux Midsommar, pas dire que Ghost c'est pas Story. une prise de risque esthétique c'est pas- dans le sens c'est pas un film que tu vois parce que The Drama effectivement ça pourrait laisser penser que c'est un film un peu classique mais c'est pas du tout le cas quand tu le regardes. Il y a plein de parties pris de mise en scène qui sont intéressants. Notamment je me le suis montage, noté- moi je m'étais notamment le noté le montage, jump cut qui ça faisait longtemps que je l'avais pas vu au cinéma, mais sinon à part ça moi j'en ressors pas grand chose malheureusement. C'est un film bien mais sans plus. Ouais, sur la façon de questionner les rêves, les souvenirs qu'on a et de l'inclure dans la mise en scène, je trouve que c'est intelligemment fait, qu'ils arrivent à rendre ça divertissant, intéressant, et que je vois pas ça tout le temps non plus, quoi. En tout cas, tu sens que c'est réfléchi, quoi. Je suis du coup quand même plutôt d'accord avec ce que Romain et Lucas disaient, mais je trouve que Donc, c'est-à-dire pas d'accord avec toi. Ouais, c'est une litote. tout à fait. Non, mais je trouve que en fait justement le film, donc même si, comme on le disait, la bande-annonce notamment mise énormément sur cette fameuse révélation, je trouve que quand même il y a pas mal de choses en dessous de ça, et notamment, moi
moi, tout ce que ça dit justement sur la bourgeoisie, parce qu'en fait, on a tout ce côté où c'est la préparation du mariage qu'on va voir pendant une bonne partie du film avant le mariage à la toute fin. Et donc, dans cette préparation, on va voir, comme le disait Lucas, donc la préparation de la première danse. On va goûter des plats, du vin, etc. Il y a le DJ aussi. Le DJ, la DJ et tout. Donc, il va y avoir tout ce rapport aux gens qu'on emploie pour un mariage. Donc, déjà, on comprend assez rapidement que du coup, c'est un mariage assez riche quand même, notamment de la part de la famille de Charlie. Et en fait, ça nous donne tout de suite une manière d'agir avec les autres, d'interagir avec les autres et de comment on traite en fait les gens qu'on emploie, tout ça. Donc il y a toujours ce truc-là, mais qui est jamais... et c'est là où je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est assez intéressant en fait, qui est jamais explicitement dit, et c'est toujours amené par la mise en scène, c'est toujours amené par des petites scènes, des petits inserts. Enfin, c'est jamais non plus dans ta face, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et tout le côté paranoïa qui va s'installer. Donc comme tu disais, t'as notamment la scène avec la photographe, où en fait, d'un coup, quand t'as quelque chose comme ça qui arrive dans ta vie, dès le lendemain, tu vas faire « Non mais en fait, là, tout le monde est au courant. C'est pas possible. » En fait, tous les gens là, quand tu dis ça, mais en fait, tu fais une référence à ce que je viens d'entendre, on est d'accord. Enfin, ce truc-là, mais qui est... pour le coup, qui est retranscrit à la fois par le jeu beaucoup de Robert Pattinson, mais aussi par le montage et par des choix de mise en scène et de rythme qui sont assez intéressants. Donc je trouve que en dehors de tout ce truc-là, de la révélation et tout, on a vraiment des choses un peu en sous-bassement qui vont être intéressantes. Après, vous avez dit quand même déjà beaucoup de choses sur le film, donc je vais pas non plus... Ouais, mais après, ce qui est aussi, ce qui est super intéressant, c'est d'analyser aussi comment est traité le sujet. C'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui qui est vachement intéressant parce que ça questionne. Notamment ce que tu disais sur le fait qu'on va mélanger à plein de moments. En fait, on va voir le personnage de Zendaya adolescente et que plein de moments, ça va être mélangé avec Zendaya aujourd'hui. Et donc, justement, y a, par exemple, le questionnement que tu disais sur est-ce qu'on est toujours la même personne quand on avait 15 ans et aujourd'hui, là ça va être montré purement par la mise en scène et ça va jamais être dit comme ça et ça va jamais donc en fait il y a des images je pense qui pour le coup vont me rester quand même pas mal en tête et des choses que j'ai pas vues depuis un moment pour le coup, ça pour une fois c'est moi qui le dis. T'as jamais vu ça dans le cinéma. C'est Elliot qui dit ça toutes les semaines. Mais c'est pour ça que je dis ça. Et c'était The Drama qu'on vous encourage en tout cas globalement à aller voir tout à fait, en salle. Alors Elliot, on a l'impression qu'il a pas aimé, il a mis 4 étoiles quand même sur Letterboxd. Ouais. Non mais c'est un peu... Après j'ai comme dit que j'ai passé un bon moment en salle donc oui. Oui, par contre c'était vraiment l'amour du gossip que moi j'ai. C'est vrai que comme tu le disais Lucas, dans notre salle ça s'est ressenti. Tout le monde était là, genre mais non, c'est incroyable. Non. Et c'était, limite t'avais envie d'aller parler avec les gens à la fin de la séance en mode mais non mais t'y croyais toi à ça. Je voulais beaucoup parler avec le mec derrière moi parce que il voulait pas fermer sa bouche quand il croquait dans son popcorn. Pardon. Il fallait que je sorte parce que j'ai passé 45 minutes du film à attendre que ce mec finisse son paquet parce que vraiment. Ça, ce sera en off, mais on avait un peu bu avant. Ouais, j'ai bu 2 pintes de bière. Et du coup, je suis arrivé déjà. On était un peu. Il y a des meufs qui sont installées derrière et tout. Et j'ai dit, je vais. Si elle me saute le trou, je vais dire chute. Je suis bourré là. Non, mais le tout début du film, genre vraiment, t'as les 24 et tout qui apparaît. T'as Lucas qui fait vraiment. Oh, le mec insupportable. Et tu sais, je la regarde. Viens pas dans mon Non, ça avait commencé, je te jure. Une seconde, vraiment. C'est comme les gens qui klaxonnent dès que c'est feu vert, quoi. Non, mais le pire de tout ça, c'est les gens qui arrivent en retard et qui mettent leurs énormes flashs. Ah ouais, je vous laisse. Voilà, c'était Lucas. Petit recours rapidement, parce que voilà. J'ai pas de recours. Ok, top. Et merci Lucas. Au revoir. Au revoir. Bonne semaine. Je mets un petit son de déconnexion Discord. Touloum. Parce que du coup, c'est un hologramme. Et là, maintenant, c'est un podcast plus chill. C'est la partie zen. C'est la partie zen du podcast. Direction maintenant l'Angleterre avec Plus fort que moi de Kirk Jones. C'est comme s'il y avait une impulsion dans mon cerveau qui me fait dire des trucs que je devrais pas. Ça s'appelle syndrome de Gilles de la Tourette. Entre, mon grand. Je m'appelle Dottie. Tu veux crever d'un cancer?
Excusez-moi. Alors moi je préfère le titre anglais qui est I Swear, je trouve qu'il est plus cohérent que Oui. Plus fort que moi. C'est mieux, ouais. Oui. Ouais. Plus fort que moi raconte l'histoire vraie de John Davidson, un adolescent atteint du syndrome de la Tourette, une maladie encore méconnue dans les années 80. Prix d'interprétation masculine pour son comédien principal Robert Aramayo au BAFTAs. Et c'est moi qui vais commencer sur ce film. Allez. Et parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à raconter sur ce film parce que ce film n'a pas grand chose à me raconter du syndrome C'est mon gros problème aussi, de hein. la Tourette. En fait, le film se veut tellement dans une démarche de sensibilisation et d'accessibilité que je trouve qu'il ne propose rien et reste vraiment en surface. Déjà visuellement, ça, la caméra va juste illustrer, on va montrer les actions. Il y a un top shot sur 2 heures de film où j'ai fait ok, là il y a une petite prise de risque, une petite partie prise esthétique. Mais sinon, la caméra est juste dans l'illustration et même tout le film, vraiment, il y a une scène triste. On va mettre musique piano pour MP3. Il y a très souvent de la musique pour très illustrer présente. les plans. Et même sur le syndrome de la Tourette, c'est pareil, je trouve qu'il est un peu simplet. Parce que, donc pour ceux qui ne connaissent pas le syndrome de la Tourette, ça fait dire à la personne atteinte de cette maladie des insultes, et aussi la personne va être prise de spasmes et de tics. C'est surtout ça de base. Ouais. Oui, T'as des stades aussi de la Tourette où de base c'est vraiment des tics du visage, de la parole, comme des cris. Et t'en as qui n'ont pas début du tout film. le truc des insultes. Et c'est un autre. Comment on appelle ça ? Un autre pan, enfin voilà. Le film, à ce niveau-là, traite de la question de la violence de la société, la violence que lui exerce malgré lui, et la violence qu'il va recevoir de la part de la société. Une violence qui peut être soit physique, soit des insultes, ou même par le cadre administratif. Sauf que lui, ce qui me dérange, c'est qu'on ne voit jamais le mal qu'il fait. Et c'est un peu dommage, parce que je trouve on expédie tout un pan de cette maladie qui est que malgré lui il va faire du mal aux autres, et c'est dit plusieurs fois. Sa mère, ça l'a saoulé, elle a dû subir ça pendant des années. Il y avait aussi quand il fait sa réunion là avec les parents, ils disent oui, je sais que c'est très dur pour vous, mais c'est jamais montré, et je trouve que c'est un peu dommage qu'on cache un peu cette partie-là pour rester juste à regardez, lui c'est un pauvre monsieur, et après quand il reçoit de la violence de la société, c'est vraiment des méchants, les gens. Et je trouve que pour le personnage de la mère, même on la juge en fait. Ouais, pas mal, hein. carrément. Donc tu vois, parce que tu Énormément. disais justement, en fait, on peut, il s'est dit, et même à la toute fin, il y a un truc un peu de réconciliation ou quoi avec la mère, mais il y a ce côté, elle a pas bien fait son job entre guillemets, et elle a pas accepté son fils, tout ça, et tu dis mais en fait effectivement tu pourrais apporter un peu plus de nuance au personnage et comprendre à quel point en fait c'est hyper dur, notamment d'élever un enfant avec un syndrome que tu ne comprends pas et que personne ne comprend autour de toi en fait, parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est que ça c'est le tout début de la découverte un peu de ce syndrome. Enfin, lui on comprend que quand il a grandi vraiment c'était pas du tout connu. Du coup c'est pas du tout évident pour les parents, et je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là où la mère, personnellement, je l'ai détestée tout le long, alors que tu peux aussi un peu comprendre, quoi. Oui, montrer qu'en fait, cette maladie, ce syndrome-là, te fait du mal à toi, mais tu fais aussi du mal malgré toi aux autres gens, à ton entourage, aux gens qui t'entourent. Et c'est vraiment dommage de pas le montrer. Et puis même, John Davidson, c'est pas n'importe quel type atteint de maladie. Je trouve que pour lui, il s'en sort quand même vachement bien. Il trouve un foyer accueillant très vite, il trouve un travail très facilement, et je me dis, c'est pas le cas de toutes les personnes atteintes, donc c'est un peu dommage. On reste un peu dans une exception, et lui qui voulait être dans une démarche d'accessibilité, je trouve que ça fonctionne pas trop à ce niveau-là. Néanmoins, je me dis, ça doit faire du bien quand même aux gens atteints de ce syndrome de se sentir représentés. Ça, faut quand même le noter. Et puis voilà, tout ce que j'ai à dire. Et toi, Jade, tu sembles acquiescer. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Notamment sur ce côté, on montre une exception. Vraiment, le film, en fait, c'est un biopic. Soyons honnêtes. Oui, c'est vraiment c'est un biopic en plus qui va de l'enfance de John Davidson, donc avant même qu'il ait le syndrome de la Tourette, parce que, alors ça, c'était pour le coup assez intéressant. Ouais. Je pensais que c'était de naissance. Donc voilà, c'est un truc que c'est horrible. Enfin, vraiment, juste un beau jour, tu l'as. En fait, non, c'est de naissance, mais ça se déclare. Oui. Oui, voilà, je sais pas trop comment expliquer. Mais, oui, mais c'est en fait, lui, par exemple, ça a apparu, il avait 14 ans, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est en fait, il est né avec, mais par contre, les symptômes apparaissent à l'adolescence quand ton corps commence à se développer et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était relativement intéressant, mais on passe déjà pas mal de temps du film
donc avant qu'il ait ce syndrome-là. Donc juste pour dire que c'est un biopic qui vraiment va essayer de traiter un peu toute sa vie. Donc de ce moment-là ça finit en 2023, c'est pour dire. Donc ouais, on est sur un biopic très très classique. Comme tu dis, aucune mise en scène. Enfin vraiment, c'est filmé comme un téléfilm. Voilà, soyons honnêtes. Et c'est vrai que moi j'aurais aimé un peu plus voir d'autres formes de ce syndrome parce que il le dit à un moment, le syndrome de Gilles de la Tourette, ça peut prendre plein de formes différentes. Et en vrai, un des seuls personnages qu'on va voir avec ce syndrome, vraiment, on va un peu... on va avoir plusieurs scènes avec ce personnage-là. C'est une jeune femme, mais qui a vraiment le syndrome de la même manière que John Davidson. Donc, on va pas vraiment voir de différence. Et effectivement, ce sera jamais traité la manière dont, pour plein d'autres gens, c'est compliqué de trouver un job. Il y a des chemins de vie très, très différents du sien. Et oui, je suis d'accord que même, par exemple, pour un boulot, tu comprends que c'était pas si facile pour lui d'en trouver un, mais parce que, par exemple, il en a un relativement tard dans sa vie. Mais c'est vrai que le premier entretien qu'il fait, au final, il est pris, quoi. Donc, il y a ce côté-là où, en fait, on te dit que c'est dur, mais dans les faits, on te montre jamais que c'est dur. Donc, ça, c'est toujours un peu compliqué. En fait, c'est ça, c'est un film qui se dit beaucoup de choses, mais... Ouais, qu'en gros, ils aient voulu montrer l'histoire d'une manière très limpide, on va dire. C'est ça, c'est hyper fluide et tu te dis, j'imagine qu'au final, c'est pas comme ça que ça s'est passé dans sa vie et que, encore une fois, ouais, c'est cool la sensibilisation au syndrome de Gilles de la Tourette, mais si tu montres qu'une personne qui l'a, ça te montre pas vraiment assez de pans de la maladie. Pour moi, ça faisait vraiment syndrome. Campagne de sensibilisation. Et à la fin, quand j'ai vu les petites lignes là me dire chaque année des millions de gens, j'ai cru que j'allais devoir faire un don à une asso ou quoi. Vraiment, c'était ça. Toi, Romain? Alors moi, c'est vrai que on parle justement de documentaire. Et il me semble avoir vu un documentaire parce que donc le gars est ultra connu, c'est un mec ultra famous en Écosse, en Grande-Bretagne, vraiment. Mais il a popularisé en fait. C'est lui qui a rendu un peu connu ce syndrome-là. Tout ce qu'il montre à la fin du film où un il des va premiers documentaires parler. Sur ça, c'était avec lui. Ouais. Ok. Et donc je crois que je l'ai vu en étant à l'époque au collège, je crois en cours d'anglais ou quelque chose comme ça, un documentaire sur sa vie justement. Et je m'en suis souvenu là à la moitié du film, je pense. Je fais oh putain. Mais oui. Ce gars, ouais. On m'en avait parlé et j'avais percuté. Et en fait, c'était un moment où je réfléchissais à je sais plus quelle partie où je disais ouais vraiment la mise en scène elle est vraiment merde plus qu'autre chose en fait. Et du coup je m'étais mis à penser à autre chose parce que le film m'intéressait peu. Et c'est vrai que voilà, le début du film, comme disait Jade, c'est un truc super intéressant où on voit l'apparition du syndrome, toute cette incompréhension de ses parents et ce côté un peu où le film prenait un peu de sens en apportant un truc un peu différent que juste un film biopic simple, basique ou au début moi je pensais justement que ça allait partir dans un truc un peu moins simpliste que il était jeune, il avait pas ça, mais quand il a eu ça, ça a été le grand foutoir dans sa vie. Ce qui est intéressant, c'est que le début, il pose des enjeux en fait. C'est ça, classique de scénario, on pose des enjeux. Est-ce qu'il va réussir à se réconcilier avec sa famille ou non? Est-ce qu'il va réussir à réaliser ses rêves ou non? Là où, quand on quitte le monde de l'enfance, il n'y a plus aucun enjeu, c'est juste un récit linéaire, on voit évoluer dans sa vie. Et donc oui, j'ai pas non plus grand chose à en dire de plus que vous, si ce n'est que le personnage donc de joué par j'ai oublié le nom de l'acteur, Robert Aramayo. Voilà, Robert Aramayo, pardon, qui je trouve est très bon. Il y a pas grand chose à dire, et puis même avec sa Dottie, la femme qui de base avait un cancer et qui au final n'a pas de cancer, donc on est tous joyeux. C'est un truc un peu c'est le truc mignon en fait, c'est cette histoire un peu mignonne qui au début pareil racontait un truc où après qu'on ait connu un peu la vie de ce gars et puis que toute sa famille soit éparpillée dont en partie à cause de son syndrome, passe avec une personne qui aussi va connaître le jugement des autres parce que à cette époque-là, de toute façon, toutes les maladies c'est un peu comme si t'allais la transmettre à ton voisin, quoi.
et parce que justement ils sont pas assez renseignés sur ces sujets-là. Surtout que j'ai vu pas mal de critiques positives en vrai du film, et je me demande si juste en fait le film ne bénéficie pas de la carte Joker, comme c'est la première représentation de ce syndrome à l'écran. Bah, il a cette carte Joker de on pardonne tout parce que c'est la première fois que c'est représenté. C'est Je me demandais possible. si c'était pas un peu ça. Ah oui, en oui, plus, c'est très alors ça, possible. c'est terrible, mais la bande-annonce, le film joue quand même pas mal sur des aspects comiques. La bande-annonce vend toutes les bonnes vannes, pardon, mais Oui. vraiment, bah je me oui. suis dit, il reste plus rien. Voilà, je vous le dis, vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu toutes les bonnes vannes du film. Il y en a aucune autre qui m'a marqué, personnellement. Donc voilà, Plus fort que moi, qui est actuellement en salle. Quant à nous, direction, je sais pas, l'Allemagne ou la Turquie. L'Allemagne, on sait pas trop. ouais. Avec Yellow Letters. Açığa alındık. Hepimiz. Maalesef oyunu kaldırmak durumundayız. Şimdi yukarıdan bir uyarı geldi. Görmüyor musun adamların derdi bizimle? Polisler geldi buraya. Bütün apartmanı gezdiler. En sonunda bize geldiler. Etraf vatan haini, terörist kaynıyor dediler. Parce que du coup, c'est tourné en Allemagne, mais ok. C'est censé Oui, se passer c'est en des Turquie. les personnages, enfin la ville C'est est intéressant. Oui. Moi, j'aime bien ce Regardez truc-là. les- C'est le truc que je trouve du film. Ah ok. C'est deux plans. Sauf que on voit pas assez la ville. Voilà. Moi c'est mon Oui, problème. moi aussi, oui. C'est que tu les donnes au personnage. Vous grillez toutes vos cartes là. Oui, pardon. Attends, désolé. Yellow Letters, réalisé par Ilker Satak et Ours d'Or à la Berlinale de 2026, quand même. Professeur à la faculté d'Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Mais quand sa femme Deria, célèbre comédienne, la reçoit à son tour, c'est le coup de grâce pour leur couple. Ah, Jade, Vas-y, très- fonce, Jade. J'y vais. Sachant que le film, comme tu le disais là en intro, il a un dispositif particulier, Jade. Alors, oui, bon. Ouais. Alors, attendez. Chaque chose en son temps. Non, mais oui, moi, je voulais vraiment voir ce film parce que j'avais beaucoup aimé La Salle des Profs. Déjà, voilà. Donc, Son précédent film. Ouais. film. Voilà, je pars un peu de ce constat-là. Et donc, je m'attendais. Enfin, je trouve que La Salle des Profs, pour le coup, en termes de mise en scène, il y avait des choses hyper intéressantes, du coup, dans le dispositif qui t'amène un peu aux sortes de thriller. Voilà. Là, on part sur complètement autre chose. Vraiment, je pense qu'en termes de style et tout, tu me dirais pas qui est le réalisateur, je le pourrais pas trop le Ouais, deviner. je me suis fait la même réflexion, je me suis dit, bah là, en vrai, impossible de deviner le réal, quoi. Ouais, il y a pas trop sa patte, et ça, c'est un énorme problème. Et je trouve que, vraiment, la première chose que j'ai dite en sortant du film, c'était qu'est-ce que c'est bavard. Mais ça parle, mais j'en pouvais plus. Ah ouais, non, ça parlait trop, j'en pouvais plus. Donc ouais, ça c'est mon énorme grief contre le film, c'est que c'est bavard et que on te dit beaucoup trop de choses et qu'on n'essaye pas de te les montrer en fait. Tout passe par le discours des personnages, discours ma foi pas non, enfin en termes d'écriture je peux pas te dire que c'est fou. C'est voilà relativement classique. Il y a aucune scène, ne serait-ce que de dialogue qui m'a marqué. Donc même pour ça c'est pas réussi alors que tout le film repose là-dessus. Et en plus c'est un milieu et comment dire, une trame qui aurait pu m'intéresser parce que bah voilà, moi Oui, c'est des gens qui viennent de l'art, qui viennent de l'art, sont donc du engagés. théâtre. Moi je suis, voilà, il y a des petites vannes genre on parle de nudité et tout en mode on va pas faire de la nudité, on n'est pas en Europe. C'est vrai que fut un temps, j'allais au théâtre, à chaque fois il y avait des gens nus, hein, je vous le dis, Ah ouais, ok. c'est vrai, c'est un vrai truc D'accord. en France en tout cas. Et même le milieu universitaire que je connais très bien. Donc tous ces trucs-là, ça aurait pu m'intéresser. Mais je trouve que, au final, c'est un film qui veut dénoncer un certain entre-soi bourgeois et un côté, une des premières scènes du film, c'est justement le père qui va dire à sa fille, en fait, le théâtre, ça sauve le monde. Et donc elle se fout un peu de sa gueule, parce que, voilà, comme nous, on nous dirait le théâtre, ça sauve le monde, nous aussi, on se foutrait un peu de sa gueule. Et donc voilà, il y a tout ce paradoxe sur, lui, il y croit, très sincèrement, et le film veut te montrer constamment que, non, en fait, finalement, ça sauve pas le monde, même si c'est un peu la conclusion du film, donc c'est un peu bizarre. Mais oui, du coup, ça veut dénoncer ça. Ça veut dénoncer un point de vue sur l'art qui peut tout faire et qui, du coup, te donne le droit
en tant qu'artiste de ne pas agir en fait, de pas être activiste, de pas être militant, parce que tu le fais à travers ton art. Pourquoi pas, c'est cool de dénoncer ça, sauf qu'au final le film fait exactement ce qu'il dénonce. Donc, et ça reste dans cet entre-soi. Ça dit beaucoup de choses pour au final ne pas dire, ça va pas très loin. Et en gros, donc c'est un film donc par un réalisateur allemand et qui va donc te mettre un dispositif qui est que donc le film est censé se passer à Ankara et à Istanbul. Et au tout début, on va te mettre donc Berlin dans le rôle d'Ankara, puis Hambourg dans le rôle d'Istanbul. Donc ça veut te dire, déjà, ça te met la ville comme un personnage à part entière, parce que c'est dans le rôle 2. Et en plus, ça fait un petit truc de « Eh oh, la montée de l'extrême droite en Allemagne, peut-être, faisons attention ». Mais ouais, en Turquie surtout. Du coup, en Allemagne, parce que... Oui. Enfin, il pour dénonce dire, quand même genre... le régime turc. Oui, non, mais en gros, c'est pour dire, on parle du régime turc, mais attention, en vrai, les amis, en Allemagne, on n'est pas très loin. Voilà, on peut y arriver, c'est ça qu'il veut dire avec ce truc-là. En disant, Berlin, au final, quelque part, ça pourrait se passer chez nous. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Rendre le truc universel, quoi. Le transporter, même dans l'Europe d'aujourd'hui, en disant, en fait, nous, on n'est pas très loin, et on peut pas regarder ça non plus avec un œil lointain. En disant voilà, ça c'est chez les Turcs, c'est pas chez nous. En fait, ça pourrait arriver. Donc ça, c'est plutôt intéressant en théorie. Mais du coup, Romain va un peu plus en parler, mais je suis d'accord que on te montre pas assez la ville en fait pour que ça devienne un personnage à part entière, et que ce truc-là, c'est très théorique, mais que c'est pas du tout retranscrit dans la mise en scène et dans les choix de décors, etc. Donc au final, pareil, c'est une promesse. Et je trouve que le film, c'est beaucoup ça, en fait. Ça fait beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais ça nous montre pas grand-chose et ça fait pas grand-chose. Donc je suis extrêmement déçue. C'est vrai que ce dispositif de tourner du coup dans une autre ville pour parler d'un autre pays, c'est quelque chose qu'on avait déjà observé, par exemple, dans le cinéma de Ali Abazi, où pour parler du régime iranien, il est parti tourner en Jordanie, mais lui, par contre, il faisait exister la ville, contrairement à ce que fait ce film, Romain. Oui, tout à fait. Parce que donc voilà, on a ces deux personnages là qui sont ajoutés au tout début du film en tant que personnages à part entière du film, et en plus de ça, le personnage donc du metteur en scène, j'ai oublié son prénom dans le film. C'était Aziz. Aziz, voilà, exactement. Aziz et Dreya. Donc ils vont déménager donc à Istanbul chez la mère d'Aziz, et il va devenir chauffeur de taxi. Ultra intéressant parce que chauffeur de taxi, il roule dans toute la ville. Enfin, c'est fou. Oui, c'est vrai. Et au final, il dit qu'il connaît très bien. Et le truc qui m'a le plus saoulé, c'est que le mec il fait 2 courses. Donc, tout ça pour nous montrer le théâtre où il va y avoir donc des scènes dedans. Et en fait, le film me déçoit énormément à partir de là. C'est voilà, le début du film est super intéressant. Il y a une trame qui se met en route, et surtout les personnages ne sont confrontés qu'à la violence administrative. C'est-à-dire qu'ils ne reçoivent que ces lettres, et ces lettres sont déjà beaucoup pour eux, ils se sentent pas du tout en sécurité, et ça ne sera jamais montré que, à part une scène où ils sont à la fenêtre, et ils voient des hommes un peu louches les observer aussi, et c'est le seul moment du film où les personnages vont dire « Oh purée, on est vraiment en danger, il faut qu'on s'en aille ». Et tout ce début du film-là, pour nous amener au final dans une autre ville qu'on ne montre pas non plus. Les 2 villes ne sont quasiment jamais montrées. Et surtout, en Ankara, il y a 3 scènes qui se passent à l'extérieur. On a un parc et une rue, peut-être. Voilà. Donc je trouve ça déjà très, très dommage. Et donc, comme tu disais aussi, Jade, le film parle énormément, et j'ai trouvé l'info. 70 rôles parlants dans le film. Donc, il y a 70 personnages qui ont une ligne de dialogue dans le film. Ah ouais, non, c'est beaucoup, ouais. C'est énorme. Sur on a 2h08 2h08 de film. Et voilà, ça ne fait que parler. Et en fait, il y a plusieurs moments où les 2 personnages principaux, donc Aziz et Dreya, sont en train de parler. Et tellement ils parlent que j'ai eu l'impression à des moments de ne plus écouter leur conversation.
Et c'est arrivé 2 fois, je pense, pendant le film, où ils sont donc chez la mère d'Aziz, ils discutent de l'éducation de leur fille. Et en fait, là, j'avais un peu les yeux, le regard dans le vide, parce que je voyais pas le rapport avec le sujet de base, si ce n'est pour y revenir sur la fin, où justement ils vont avoir ce climax-là de la fugue, qui devient le sujet principal de la fin, uniquement pour regrouper les personnages qui avaient mis énormément de distance entre eux, parce qu'ils n'avaient plus les mêmes visions de la vie, de leur vie d'artiste et de leurs convictions personnelles, et celles d'Aziz sont... Non, mais après, juste pour le truc de l'éducation, t'as un gros débat sur est-ce que leur fille devrait aller dans un lycée public ou dans un lycée privé. Et donc, c'est vraiment, oui, c'est censé représenter effectivement l'éloignement du couple, comme tu le dis, et surtout une vision justement d'un art dans le service public, donc en plus qui est représenté par un universitaire, donc à ce côté l'université publique, la fac, à qui encore une fois, si vraiment vous êtes en fac ou quoi, il y avait vraiment, c'est un peu le cliché du prof de fac, mais ce côté en mode oui, allez en manifestation, mon gars, je suis à la Sorbonne Nouvelle, je peux te dire qu'il y a des profs qui nous ont fait exactement ça. Mais donc oui, voilà, c'est censé te montrer d'un côté un art qui se veut en même temps hyper exigeant et de niche et tout, et en même temps pour le plus grand nombre et public. Donc il y a un truc un peu... Parce que la fille, elle veut devenir artiste aussi, hein, d'ailleurs c'est dit, donc est-ce que c'est... Oui. Elle veut évoluer et grandir dans le système pour le combattre avec l'art, ou est-ce qu'elle veut en faire... elle ne veut pas en faire partie, et comme tu disais, faire partie d'une élite culturelle. Oui, typiquement du népotisme, ce qui est un peu la fin du film, où... c'est exactement ça, quoi. Alors le film est bavard parce que donc il se veut dans un dispositif théâtral avec Berlin dans le rôle de Ankara, je sais pas qui dans enfin bref. Donc le film se veut dans un dispositif théâtral, et donc c'est pour ça que ça va beaucoup parler. Néanmoins, c'est pas tellement accompagné par la mise en scène, parce que si tu veux me dire ok, je fais un dispositif théâtral, fais-moi des plans larges, montre-moi vraiment, fais-moi vraiment une pièce de théâtre. Bouger les personnages dans le paysage. Et là, ce n'est pas le cas. Il va faire beaucoup de gros plans. D'ailleurs, c'est ce que disait Jean Renoir. Je crois la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est le gros plan. Du coup, nous, on va constamment avoir des gros plans. Et je me dis, alors, qu'est-ce que tu veux me faire, un dispositif théâtral ou du cinéma? Je comprends pas. Et le film ne sait pas trop ce qu'il veut être. Et donc j'avais rattrapé la salle des profs, je l'avais pas vu, donc je l'ai rattrapé là pour je fais mon travail de journaliste. Et ce qui est dingue, c'est que la salle des profs avait réussi à mettre dans, comme tu disais, c'est un thriller paranoïaque, il avait réussi à mettre dans des états, c'est complètement fou. À la fin, t'as un personnage qui s'appelle, je crois, Oscar, ou je sais plus, un jeune enfant de 10 ans qui débarque avec une capuche. Dans ma tête, je me disais, il a un flingue. Oui. Alors que c'est un gosse de 10 ans, et le film a réussi à te mettre dans des états qui sont fous, et là je ne ressens rien devant le film, c'est très particulier, et c'est un peu ce qui me manque au film, un peu d'émotion, je ressens pas du tout. Surtout que du coup, comme la salle des profs, il veut te montrer qu'est-ce qui se passe quand un système entier décide de te rejeter, et donc eux, ça va se montrer entre deux personnages de l'élite culturelle qui vont être arrachés à leur milieu social. Question intéressante, sauf que d'ailleurs, c'est ce que dit la fille. Ah oui, vous avez attendu d'être dans la misère pour pouvoir essayer de lutter contre le système. Sauf que, en fait, on nous montre pas vraiment la misère. Hein. Même quand ils sont arrachés leur milieu social, pour moi, c'est très facile. Ils trouvent un appart à Istanbul, ils trouvent du taf hyper rapidement. Ils galèrent pas assez. Oui, mais en fait, c'est pour te montrer. Ouais, mais ils trouvent du taf, mais c'est chauffeur de taxi, donc c'est pas fou quand même, tu vois. Voilà, c'est ça. Et en même temps, tu vois même, le personnage du père, du coup, qui fait chauffeur de taxi, t'as pas non plus l'impression que ça le traumatise. Tu vois, il y a un autre côté en mode, ça veut te montrer que, quand même, c'est pas facile. Attends, il était metteur en scène et universitaire, et il se retrouve à être chauffeur de taxi. Ouais. Il y avait une idée que je trouvais intéressante, notamment par rapport, parce que le film te montre un exercice du pouvoir. Tous les personnages vont essayer d'exercer un pouvoir, et ça va se présenter par leur profession, et tous les personnages que l'on va rencontrer vont se présenter par leur profession, où on va les découvrir dans leur profession, que ce soit le père en tant que professeur, mais tu vas aussi découvrir les juges, le père en tant que metteur en scène, ou même au sein du couple. Enfin, voilà, c'était une idée que je trouve intéressante, montrer tout le temps l'exercice du pouvoir par les individus. Mais voilà, à part ça, moi j'ai pas grand chose à sauver, hein, honnêtement.
Ouais, parce qu'en même temps, le plus gros problème, c'est qu'il y a pas vraiment de risque. Enfin, moi, j'ai pas vraiment peur pour les personnages. Ouais. Je vois pas. Je vois pas comment la trame du début peut autant s'effilocher sur le long terme, je veux dire. Au final, on me vend un truc avec la tension un peu en sous-bassement, avec un gouvernement sous-marin qui tâtonne sur le monde de l'art et qui espionne un peu et qui juste balance des lettres comme ça pour faire peur. Et au final, le film fait complètement disparaître ça et ne va se focaliser que sur les personnages, les contradictions qui donc eux ils se mettent des bâtons dans les roues eux-mêmes. C'est vrai que l'enjeu principal, donc vis-à-vis du père, c'était quand même le tribunal où il risquait la prison. Et au final, j'ai pas la réponse, hein, honnêtement. Voilà, on s'est oublié, vraiment. Oui, c'est ça. Ils disent, du coup, il y a un autre procès parce qu'ils lui rajoutent des chefs d'accusation. Ouais. Et on n'a pas la finalité. Ouais. Donc, bizarre. Très, très bizarre, ouais. Juste on a un fondu au noir et ça, il a oublié. 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, un truc comme ça. Et tu te demandes. Ils ont oublié, en fait, les gars, tu te demandes ce qu'ils ont voulu dire avec ce film, quoi. Enfin, vraiment, je suis d'accord avec toi. Et c'était Yellow Letters, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter. Non, ça va être brouillon là. Ouais. Ça l'est déjà, mais. ça l'est déjà un peu, mais. Un peu comme le film, quoi. Finalement. Drop the mic. Bam. Et on arrive à la fin de cet épisode. Bravo à vous. Pour une fois, on est content. On est content de terminer celui-là. Hein. Enfin. Mais on félicite, parce que c'était pas facile Bien cette joué semaine. à nous, franchement. Ouais, semaine compliquée. Heureusement que ce drama est là pour rattraper. Et avant de se quitter, si on peut faire un tour des recommandations, des choses qu'on a vraiment aimées cette semaine. Moi, c'est une chaîne YouTube. Dis donc. Vendredi ciné sur YouTube. Ouais. C'était comme ça. Non, c'est c'est une chaîne qui s'appelle Miss You Charlie, où en fait donc c'est une fille qui teste tous les 3 mois un métier différent. Mais donc elle va se mettre à fond dans un métier, voilà. Donc elle a fait genre athlète, d'ailleurs elle a fait un triathlon, enfin c'était assez fou. Genre elle a des perfs de dingue en tant qu'athlète, ça n'a aucun sens. Marin. Et dernièrement, elle a fait écrivain. Et du coup, c'était genre comment. C'est ça. Elle a fait des vidéos sur comment on écrit un livre et comment on s'y met, en fait, surtout parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, quand tu débutes complètement ce travail d'écriture, qu'est-ce que tu fais exactement, comment tu t'améliores, comment voilà. Donc, elle donne plein de conseils, plein de références, elle va aller parler avec des auteurs. Elle va aussi faire toute une vidéo sur le monde de l'édition et comment ça marche, comment on publie un livre, c'est quoi les enjeux derrière. Donc voilà, elle a fait ça avec pas mal d'environnements de travail différents et tout, et c'est hyper intéressant. Ok, stylé, j'ai regardé. Parce que moi, je suis tombé sur sa vidéo du poisson d'avril. Sur le nouveau métier, actrice X. Et du coup, il a fait tout un... Ok. Mais je suis tombé sur la vidéo du 1er avril. Et après, j'ai découvert que son prochain métier, c'était quoi ? C'était mécanicienne. Stylé. Et elle a mis genre son Insta, du coup, maintenant, il y a plein de flammes et tout. C'est genre hyper tuning. Ça va être très drôle. Moi, j'ai enfin rattrapé un classique du cinéma français qui est Le Prix du Danger. Si vous avez jamais vu Le Prix du Danger, regardez Le Prix du Danger. C'est toujours intéressant de voir nos anciens blockbusters français. Et là, mais vraiment, c'est démesuré ce film, c'est démesuré, le nombre de figurants, le nombre d'actions, le nombre de cascades, c'est vraiment dingue. Le Prix du Danger, donc c'est une émission télé, une fausse émission télé, où un gars a, donc là dans le film c'est 4 heures pour survivre à des gens qui le pourchassent, et s'il gagne, il gagne beaucoup d'argent, et s'il survit pas, il meurt en fait. C'est le dernier film d'Edgar Wright. Ouais, c'est ce film-là qui a inspiré Running Man du coup. Ah mais je vais regarder. Et en fait, Running Man a plagié ce film. Schwarzenegger, puis... Plagié ou c'est... Le film Running Man avec Schwarzenegger a plagié ce film-là. Et du coup, Yves Boisset a fait un procès qu'il a gagné. Donc, bien joué, Yves. Je regarderai Le Prix du Danger. Et c'est très cool. Et c'est dispo sur Arte, voilà. C'est pour ça que je l'ai rattrapé. Voilà. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, pour plus de Cinoche, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, @Vendredi Ciné, et le site vendrediciné.com, et la chaîne YouTube Vendredi Ciné. Il y a toujours des choses qui se rajoutent. Et la newsletter. Non. On en a une, mais... ouais, mais on met rien dessus, quoi. On est une newsletter, je ne savais pas. Mais après, on peut... c'est juste on met rien dessus, quoi, mais on peut, si vous voulez, remplir une newsletter. Dingue. Voilà.
mais ça ne servira pas à grand chose. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde. Salut.